Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour William. C'est la période des vœux, nous sommes encore en janvier 2014 et comme chaque année, on a souhaité vous interviewer sur l'évolution de la macroéconomie européenne, mondiale, mais particulièrement française bien sûr. Mais avant ça, je voudrais quand même vous présenter, parce que d'année en année, vous évoluez de façon absolument magnifique. Vous faites un parcours très remarquable. Vous êtes professeur à l'IAE Paris-Sorbonne. Vous êtes toujours directeur général de l'Institut de haute finance et donc vous avez été mon professeur. Vous êtes au Haut Conseil des finances publiques sous l'autorité de Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes. Donc voilà, on vous voit dans beaucoup de médias et vos articles dans les Figaro et autres revues économiques sont très lus. Et nous, on l'avait compris depuis longtemps, mais on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Alors, Philippe, allons tout droit au cœur du sujet. L'économie mondiale, il est convenu dans le grand public de dire on a eu la crise de 2008, le petit rebond de crise, le repos, puis ensuite un rebond de crise. Et maintenant, on est dans une espèce de crise latente à laquelle on s'est habitué. Donc, on ne sait plus dans quelle crise on vit, on ne sait plus très bien où on en est en réalité. On est en crise, mais ça a l'air de se stabiliser, puisqu'on voit ici ou là des taches roses, si je puis dire. La Chine, quoique moins, continue son développement. Les États-Unis ont encore des performances, mais on ne sait peut-être pas que il y a des dizaines, 80 milliards de dollars injectés tous les mois, la planche à billets tourne. On lit encore aujourd'hui que la Grande-Bretagne se débrouille très bien. Et on se dit au fond, la France prend un peu de retard parce qu'elle a ses habituelles contraintes, ses petits boulets. Alors certains diront des boulets, d'autres ses protections sociales. Peu importe le sujet, mais on se dit tous de 6 mois, 1 an, 2 ans, la situation se retournera en France. Le président de la République espérait même inverser la courbe du chômage. On voit bien que ce n'est pas encore le cas, mais l'espoir est toujours là. Est-ce que cette première analyse, qui est quand même un peu à la surface, vous qui êtes un analyste très vertical, qui allait au fond des choses, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans 6 mois, 2 ans, on est sorti de l'affaire et puis la France va repartir? Est-ce que c'est si simple que ça? Alors oui, on va dire ce serait bien que ce soit simple comme cela. Je crois que vraiment quand vous avez fait brosser le tableau rapide historique, 2008-2007 même, c'est la crise qui commence, et cette crise, c'est une crise, il faut toujours le rappeler, une crise de la dette occidentale, en particulier de la dette bancaire qui devient de la dette publique, mais c'est toujours cette question obsédante de la dette, et c'est une question évidemment qui est tellement énorme, qui nous amène une crise d'une dimension absolument historique, que bien entendu on ne peut pas la régler d'un seul coup d'un seul. Nous sommes toujours dans ce contexte compliqué, et cela explique d'ailleurs pourquoi plusieurs grands pays occidentaux, et la France en particulier, ont toujours dans leur agenda un élément absolument primordial, c'est cette question de la réduction de la dette, en l'occurrence pour la France, la réduction de la dette publique, qui passe évidemment d'abord par le fait que cette dette publique n'augmente plus, elle augmente à chaque fois que le budget français est en déficit, ce qui pour le moment est toujours le cas, et même on va dire le déficit français est l'un des plus forts de la zone euro. Donc nous sommes toujours dans ce temps particulier de gestion très complexe d'une dette accumulée pendant pratiquement 20 ans et qui avait pris des proportions ingérables. Dans ce temps particulier, comme vous l'avez dit, en effet, nous sommes à un moment de palier, c'est-à-dire qu'il y a eu, depuis 2007, un certain nombre de périodes de crise exacerbées, c'est-à-dire des moments, par exemple, où les marchés financiers s'effondrent. On a le sentiment, par exemple, que les taux de faillite dans les grands pays occidentaux augmentent de manière très considérable. Le chômage, évidemment, augmente de la même façon. Donc, nous avons eu de ces périodes, depuis 2007, avec des tensions très très fortes. Vous avez parlé de 2008, mais on peut parler aussi de 2011, entre août et décembre 2011, dans lequel nous sommes vraiment à un moment de paroxysme. On a eu la période 2013, on va dire de manière beaucoup plus modérée, avec malgré tout de la récession en Europe. Et puis donc aujourd'hui, nous sommes à peu près dans une période de stabilité, un palier, on en a connu plusieurs depuis 2007, et celui-ci est particulièrement long. Ce palier, en fait, il est lié à quoi ?
il est lié à l'intervention massive des banques centrales. Vous avez évoqué la Banque centrale américaine qui continue ses interventions tous les mois, hein, donc sur les marchés financiers, en injectant de la liquidité d'une manière que l'on n'a jamais vue dans l'histoire. Dans l'histoire, on n'a aucun précédent qui peut se comparer à ce qui se passe aujourd'hui. La Banque centrale britannique fait la même chose. La Banque centrale japonaise a décidé de faire également la même chose, et en particulier d'accentuer ce que l'on appelle du nom du Premier ministre japonais Shinzo Abe, les mesures d'Abenomics, hein, c'est-à-dire d'injection de liquidité également par la Banque centrale japonaise. Et on va dire la Banque centrale européenne est évidemment la plus restrictive de ce point de vue, parce que nous sommes très loin là de ce que l'Europe voulait et de ce que l'Europe souhaite en matière monétaire, mais néanmoins avec l'obligation d'intervenir assez massivement sur les marchés, ce que l'on appelle le LTRO. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une période artificielle. On peut vraiment le dire comme cela. En quelque sorte, vous voyez, nous sommes toujours malades, pour reprendre votre terme, mais le médicament de cheval que nous administrent les banques centrales nous permet d'avoir le sentiment que nous allons bien. La vraie question aujourd'hui qui se pose et qui est en réalité la question qui hante tous les gouverneurs de banque centrale et au-delà tous les chefs d'État, c'est de dire que va-t-il se passer quand on va arrêter le médicament. On a eu il y a 6 mois, donc au milieu du printemps 2013, une tentative de Bernanke qui... Voilà, alors c'était même pas d'arrêter le médicament, mais c'est de parler éventuellement du moment où on allait l'arrêter. Et on a eu immédiatement, les marchés financiers ont très mal réagi, on a eu immédiatement des tensions fortes sur les taux d'intérêt, démontrant que cette situation artificielle a créé aussi un certain nombre de positions, pourrait-on dire, anormales de grands acteurs économiques, en particulier de grands fonds financiers, qui, s'il y a une modification, et là par exemple évidemment une des questions cruciales est la question de la remontée des taux, les taux à l'intérieur de ces mesures extraordinaires sont maintenus de manière artificielle très très bas, dès lors que les taux remonteront, eh bien on a bien conscience qu'un certain nombre de grands acteurs économiques en subiront des conséquences qui pourront être assez lourdes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une période où en effet le calme est revenu, et dans le calme on a un certain nombre de zones avec de la croissance. Les États-Unis en tout premier lieu, ce sont évidemment le pays dans lequel nous avons la plus forte intervention monétaire. C'est aussi le pays qui a fait massivement le pari du gaz de schiste, avec un certain nombre de retombées dès maintenant qui sont perceptibles dans l'économie américaine. Donc nous avons une croissance qui revient dans certaines zones, mais nous avons cette interrogation absolument cruciale qui, dans l'année 2014, risque de se poser avec encore plus d'acuité. Que se passe-t-il quand on commence à essayer de revenir en situation normale, c'est-à-dire en situation dans laquelle on va essayer de se passer du médicament, de la drogue dure des banques centrales? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait... On ne va pas essayer d'imaginer des sorties ou des hypothèses, mais quels sont, dans les 2 années ou 3 années qui viennent, les événements, la gestion macroéconomique de tout ça qui permettrait une sortie à peu près comptable sans qu'il y ait d'effondrement? Alors, l'idée... Travailler plus pour produire plus à moins cher, exporter, ou le jeu des monnaies. Enfin. Alors, l'idée que la plupart des dirigeants occidentaux, c'est que le relais du médicament banque centrale, ce soit une croissance forte, stable, structurelle, c'est-à-dire une croissance qui soit réellement assise sur une création de richesse de l'économie, qui permettent en quelque sorte, on va dire, de prendre le relais du médicament et de commencer à gérer la dette, c'est-à-dire finalement à permettre une diminution du taux d'endettement global des grands pays d'Occident. On le voit d'ailleurs avec les États-Unis, il faut quand même le rappeler, les États-Unis mènent en parallèle de tout ce que nous venons d'évoquer une politique de restriction budgétaire très très dure, avec, on va dire, des coupes budgétaires qui sont tout à fait impressionnantes, qui l'ont été en 2013 et qui vont se poursuivre en 2014. Donc d'abord cette notion de croissance structurelle forte qui est évidemment le pari que font tous les grands pays occidentaux, on va dire à échéance, vous disiez 2 ans, mais même plus rapproché. Ensuite, il est évident aussi que ça, c'est en quelque sorte le pari du futur. Mais nous avons aussi à solder le passé.
Et solder le passé, ça veut dire, je viens de l'évoquer avec les États-Unis, et pour la France c'est particulièrement important, c'est profiter de ce moment pour remettre à plat notre situation d'endettement, et en particulier l'endettement le plus dangereux, celui qui peut faire peser réellement des menaces sur les marchés monétaires, c'est l'endettement public. Et donc là, on va dire le scénario le plus important, c'est de dire que les grands pays, la France en tout premier lieu, puisque la France est, je le disais tout à l'heure, peut-être le plus retardataire de tous les grands pays à prendre des mesures structurelles. On parle sans arrêt de ces mesures structurelles, c'est ça l'idée. Ouais. C'est de dire nous avons en fait une sorte de délai qui nous est offert par les mesures exceptionnelles qui ont été prises d'un point de vue monétaire. Ce délai, nous devons absolument le mettre à profit pour remettre notre situation de finances. Et là, il faut insister, parce que quand on parle des finances publiques, c'est des finances en général. Les finances publiques, comme en France, quand elles prélèvent énormément de la capacité d'endettement du pays, ça veut dire que c'est une capacité d'endettement qui n'est pas disponible pour le reste de l'économie. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent, que les chefs d'entreprise ressentent, et qui, bien entendu, les inquiète. Donc aujourd'hui, quand on est dans une question qui a été la question fondamentale, par exemple, au cœur des vœux du président de la République il y a quelques jours, la question de la réduction de la dépense publique pour la réduction du déficit, il n'y a pas le choix. L'augmentation des impôts, on a été très loin de ce point de vue. On ne peut pas aller davantage, ou en tout cas, de toute façon, ça ne pourra pas être quelque chose qui permettra réellement une réduction du déficit. Il faut réduire la dépense. Réduire la dépense, c'est quelque chose évidemment qui a un aspect dépressif, hein, ce n'est pas du tout quelque chose de, on va dire, amusant et favorable pour une économie, mais c'est indispensable pour que réellement on arrive à une situation de contraction de la dette et surtout qu'on envoie le message aux marchés financiers, qu'on envoie le message aux investisseurs du monde. Au fond, là où la France a besoin d'investissement, ça n'est plus dans ses finances publiques, mais c'est dans le financement de sa croissance. Et là, on retrouve évidemment le cercle vertueux que l'on veut absolument mettre en place, c'est-à-dire permettre au fond de sortir de la situation extraordinaire par une croissance, pourrait-on dire une croissance harmonieuse de l'économie, qui évidemment à ce moment-là aura besoin d'investissement, aura besoin de financement et on va dire les trouvera sans avoir nécessairement à être en concurrence massive avec l'exigence de financement public. D'où alors ce choix de la politique de l'offre versus une politique de la demande un peu artificielle par des emplois aidés, par le maintien du niveau de vie globalement, etc. Et un certain nombre de mesures à caractère social mais qui en fait soutiennent la demande. On passerait à une politique de l'offre pour diminuer le déficit et dynamiser les entreprises pris de façon très globale. Oui, je crois que le terme même politique de l'offre, alors que la question du choix, la question du tournant voulu par le président de la République sont des questions très très intéressantes que probablement se poseront les historiens. Aujourd'hui, on peut dire en tout cas que ce tournant de la politique de l'offre, de toute façon, c'est un message très important envoyé aux investisseurs. C'est-à-dire parler vraiment de la création de richesse, de ce relais qu'on évoquait absolument nécessaire du monde économique, du monde des entreprises françaises, on va dire, qui assurerait finalement la croissance de manière forte et durable par sa production et non par éventuellement une politique de la demande. Une politique de la demande, c'est-à-dire la consommation, qui supposerait en premier lieu un endettement supplémentaire et donc évidemment une difficulté de plus en plus forte à justifier notre besoin de financement auprès des investisseurs. Je crois que là, cette notion de politique de l'offre, c'est un message fort parce que le danger évidemment qui plane sur la France, c'est le fait que si nous n'allons pas suffisamment vite dans la transition entre, on va dire, la convalescence et le début de la bonne santé, le vrai danger, c'est que nous ayons les investisseurs qui commencent à s'inquiéter, et on a un certain nombre de mouvements de ce point de vue qui évidemment peuvent être un tout petit peu inquiétants, en disant les autres vont mieux que vous. On se préfère faire le pari, par exemple, ce que font aujourd'hui beaucoup de fonds américains de l'Europe du Sud, de l'Espagne, par exemple, ou de l'Italie, plutôt que de la France. Et là, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire une tension sur nos taux d'intérêt, une tension sur les taux d'intérêt de l'État qui aurait des conséquences dramatiques sur notre déficit immédiatement. Il faut le rappeler, le premier budget de l'État aujourd'hui, c'est la charge de la dette. La charge de la dette. Pas le remboursement. Même pas le remboursement, uniquement les intérêts. Donc là, évidemment, des conséquences très lourdes immédiatement, mais aussi, bien entendu, des conséquences sur les taux des entreprises. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les taux se tendent pour la France, ça n'est pas que pour l'État, c'est aussi pour l'ensemble du système économique, avec là, bien entendu, des difficultés de plus en plus lourdes à
on va dire, rétablir une compétitivité si on rajoute de la charge supplémentaire. Il faut rappeler, nous avons une compétitivité aujourd'hui qui est, on va dire, à un niveau très très bas, un niveau de rentabilité très bas, avec pourtant des taux d'intérêt très bas. Donc ça veut dire la charge à l'intérieur du compte de résultat que vont dresser les experts comptables. Voilà, la charge de la dette pour les entreprises aujourd'hui est historiquement faible, et en dépit de cela, nous n'avons pas des marges élevées, nous avons même des marges historiquement faibles. Donc ça veut dire que là, il faut aller très vite. Il faut vraiment rétablir très très rapidement et la confiance et l'équilibre. Et c'est au fond, en quelque sorte, les travaux d'Hercule auxquels sont appelés à répondre les membres du gouvernement aujourd'hui. Sous réserve que ce soit compatible avec une politique et la communication et la majorité présidentielle. Parfois l'économie s'impose. Hein, des fois l'économie s'impose. Il semble que le président de la République en ait pris conscience. En tout cas, merci Philippe. Votre exposé est très clair. Il y a un cercle vertueux, il y a un cercle qui ne l'est pas. Il semblerait qu'on pourrait aborder le début, l'amorce d'un cercle vertueux. Merci beaucoup. Merci.